Faut-il vraiment un apport pour investir dans l'immobilier? Cette question, elle revient tout le temps. La vérité que les banques expliquent rarement, imaginez deux personnes qui souhaitent acheter exactement le même bien immobilier. Elles disposent du même salaire, présentent une situation professionnelle similaire et demandent presque le même montant à la banque. Pourtant, l'une obtient son financement tandis que l'autre reçoit un refus. Quelle est la différence entre les deux dossiers à votre avis? Quelques milliers d'euros d'apport seulement? Eh bien, pas exactement. Car derrière l'apport se cache un élément beaucoup plus important que la somme versée. Avant de vous parler de ça, je vais me présenter à vous. Moi, je suis William Synesius, j'ai grandi en Guadeloupe, je connais les réalités du marché immobilier local. Dans la Caraïbe, beaucoup de personnes pensent que l'immobilier leur est inaccessible parce qu'elles ne possèdent pas une épargne importante. Et là, en fait, elles se mentent. Pourtant, en construisant progressivement mon patrimoine immobilier, j'ai découvert que le véritable enjeu n'était pas seulement de réunir l'argent, mais de comprendre ce que la banque cherche réellement à vérifier. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est réellement un apport, comment il influence votre prêt et quelles solutions peuvent exister lorsque votre épargne est limitée. Alors, restez attentifs jusqu'à la fin, car je vais vous révéler pourquoi un apport élevé peut parfois cacher un mauvais projet, tandis qu'un faible apport peut malgré tout conduire à un financement intelligent. Alors, dans cette partie 1, on va voir ensemble ce que l'apport dit réellement de votre projet. Prenons l'exemple de Marc, qui vit en Martinique et souhaite acheter son premier appartement. Il a trouvé un bien intéressant, dispose de revenus réguliers et pense que son dossier est solide. Pourtant, lorsqu'il rencontre son conseiller bancaire, une question revient immédiatement. Combien pouvez-vous apporter? L'apport correspond à la somme que vous investissez personnellement dans le projet. Il peut servir à couvrir les frais de notaire, les frais de garantie, certains travaux ou une partie du prix d'achat. Mais pour la banque, l'apport ne représente pas seulement de l'argent. Il montre surtout votre capacité à épargner, à anticiper et à vous engager vous-même personnellement dans le projet. Marc comprend alors que la banque n'analyse pas uniquement le bien. Elle analyse aussi son comportement financier. Et c'est précisément ici que beaucoup se trompent. Avoir un apport ne garantit pas automatiquement l'acceptation de ton prêt. La vraie question est donc la suivante. Qu'est-ce que l'apport change concrètement dans les conditions du financement? C'est ce que nous allons voir dès à présent. Dans cette partie 2, comment l'apport influence réellement ton prêt? Lorsque Marc présente son dossier, la banque ne regarde pas uniquement le montant de son apport. Elle observe surtout ce que cet argent change dans le niveau de risque du projet. Plus l'apport est important, moins la banque doit financer une grande partie de l'achat. Cela peut améliorer la solidité du dossier, faciliter la négociation et parfois permettre d'obtenir des meilleures conditions. Mais ce n'est pas automatique. Un apport élevé ne compensera jamais des comptes mal gérés, des découvertes répétées ou un projet immobilier peu rentable. Marc découvre aussi que l'apport peut servir à absorber les frais annexes, ce qui évite de demander à la banque de financer absolument tout. Son dossier devient alors beaucoup plus rassurant vis-à-vis des banques. Mais attention, utiliser toute son épargne pour convaincre la banque peut être une grave erreur. Que se passe-t-il si des travaux imprévus apparaissent juste après l'achat? Et vous, est-ce que vous préférez mettre un apport important ou garder une réserve de sécurité? Dites-le moi en commentaire. Alors dans cette partie 3, les risques d'un apport trop faible et d'un apport trop élevé. Marc comprend rapidement qu'un faible apport peut compliquer son dossier. La banque doit alors financer une part plus importante du projet, ce qui augmente son niveau de risque. Elle peut devenir plus exigeante sur les revenus, la stabilité professionnelle, la gestion des comptes et la capacité à observer un imprévu. Mais le danger inverse existe aussi. Et voulant absolument rassurer la banque, Marc envisage d'utiliser presque toute son épargne. Sur le papier, son dossier paraît solide. En réalité, il devient plus fragile. Une réparation urgente, une vacance locative ou une hausse de charge pourrait le placer immédiatement en difficulté. C'est là qu'il découvre une règle essentielle. Le meilleur apport n'est pas forcément le plus élevé. C'est celui qui améliore le financement sans emprunter et sans supprimer votre sécurité. Avant de verser une somme importante, demandez-vous toujours ce qu'il vous restera après l'achat. Car une autre possibilité existe, structurer le projet autrement, même lorsque l'apport disponible est limité. Et c'est souvent là que les investisseurs les mieux préparés font toute la différence. Dans cette partie 4, on va voir ensemble les solutions possibles lorsque l'apport est limité. Marc pense d'abord que son projet est bloqué. Pourtant, en étudiant son dossier autrement, il découvre plusieurs leviers. Il peut choisir un bien moins coûteux, négocier le prix d'achat, prévoir certains travaux progressivement ou présenter un projet locatif dont les revenus renforcent sa capacité de remboursement. Il peut aussi améliorer ses comptes pendant quelques mois, réduire certains crédits et constituer une épargne régulière pour montrer sa discipline financière. Dans certains cas, la banque peut accepter de financer une grande partie du projet si le dossier est cohérent, les revenus stables et le reste à vivre suffisant. Mais aucun montage ne remplace une opération sérieuse. C'est ce que j'ai appris en bâtissant mon patrimoine immobilier. Là,
L'argent disponible compte, mais la stratégie compte encore davantage. Marc comprend alors que son faible apport n'était pas la fin de son projet. Son véritable problème était de présenter une demande sans structure. Il reste maintenant à répondre à la question essentielle. Quel montant d'apport faut-il réellement prévoir? La réponse dépend de votre situation, de la qualité du bien, de votre capacité d'emprunt et de la stratégie choisie. Mais une chose est certaine, votre apport ne doit jamais vous laisser sans réserve après l'achat. Marc l'a compris, il ne lui fallait pas forcément réunir une grosse somme d'argent. Il devait surtout présenter un projet cohérent, garder une sécurité financière et montrer à la banque qu'il savait gagner son argent avec la méthode. C'est finalement ce qui a fait la différence. Retenez ceci, l'apport n'est pas seulement une somme versée au départ. C'est un outil de négociation, de protection et de crédibilité. Mais mal utilisé, il peut aussi fragiliser votre dossier. J'ai grandi en Guadeloupe et je sais comment et combien il peut être difficile de se projeter dans l'immobilier. La vie, elle est chère et que chaque euro compte. Pourtant, avec une bonne stratégie, il est possible de transformer une situation limitée en véritable point de départ pour apprendre à structurer votre projet, préparer votre financement et avancer étape par étape. Alors, rejoignez mon challenge immobilier grâce au lien dans la description. Je vous y explique comment préparer un dossier bancaire capable de réunir l'attention, même lorsque vous ne partez pas avec toutes les cartes en main.